Bien, merci beaucoup de vous être déplacé pour ce qui n'est pas franchement un événement sensationnel dans la vie de nos concitoyens. Mais on s'est néanmoins aperçu que d'une part peu de nos concitoyens étaient informés de ce qui allait se passer au mois de janvier, alors que ça avait une incidence assez importante sur l'exercice judiciaire. On s'est aperçu également que les greffes recevaient beaucoup de questions des personnes qui avaient eu vent de la réforme sans savoir quels seraient les impacts sur leurs procédures, et notamment les procédures du juge aux affaires familiales, qui sont essentielles là, tant en matière de quantité que d'impact psychologique sur la vie quotidienne des justiciables. Et ça va avoir aussi un impact très important sur l'organisation du tribunal, puisque la première réforme dont nous voulions vous parler avec Madame le procureur, parce que ça sera la première à être mise en œuvre, c'est la fusion donc entre les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance, qui étaient avant des entités juridiquement différentes et qui vont devenir des entités mêlées sous l'égide globale du tribunal judiciaire. Avec une particularité, c'est que les tribunaux d'instance qui sont situés dans la même commune qu'un tribunal de grande instance deviendra un service du tribunal judiciaire, alors que les tribunaux d'instance qui ne se situent pas dans la même commune deviendront des sites détachés qui s'appelleront tribunal de proximité, qui seront en fait du point de vue du tribunal judiciaire des chambres de proximité et du point de vue du justiciable des tribunaux de proximité, ce qui leur conserve une relative autonomie fonctionnelle, pas budgétaire ni organisationnelle, mais fonctionnelle. Alors, pour Bergerac, l'incidence va être accompagnée d'une autre incidence, puisqu'on entame vraisemblablement au mois de septembre 2020 des travaux de réorganisation. Et de restructuration, je crois. Alors moi, c'est ce que je disais, mais je vois que la chancellerie et le secrétaire général parlent de réorganisation. Oui. Mais on peut parler de restructuration. Parce que les bâtiments vont être quand même un peu concernés. Absolument. Mais en réalité, c'est que l'intérieur, mais de façon très significative, puisque dans ce palais, notamment, les salles d'audience la salle d'audience principale va être déplacée et il va être créé des petites salles d'audience. On vous en parlera plus en détail. Et le projet comprend la création d'un pôle civil et la création d'un pôle pénal pour l'instant. Et le palais de justice historique, j'appelle comme ça puisqu'il date du 19e siècle, va être constitué essentiellement du pôle pénal, avec les bureaux des chefs de juridiction. Et le nouveau palais de justice, qu'on appelle trop souvent et malheureusement l'annexe, alors que je crois que sa taille est développée et supérieure à la nôtre, à celle du palais historique. Donc le nouveau palais de justice comportera le pôle civil, en gardant le conseil des prud'hommes et le tribunal de commerce. Alors que jusqu'à maintenant, ce que vous appelez les affaires qui relevaient du pôle civil, essentiellement étaient ici. Ouais, absolument. Donc ça a aussi une incidence, ça a surtout une incidence sur la gestion des effectifs de greffe et de fonctionnaires, avec une double contrainte. La première, c'est que d'une part, il nous manque 5 postes de greffiers et de fonctionnaires qui demeurent vacants. Donc sur 39, ça fait un 7e, ce qui est très significatif et qui génère beaucoup de difficultés pour les fonctionnaires en matière de qualité de travail et aussi de délai. Enfin, de qualité, je veux dire de qualité de vie au travail, parce qu'ils font tous leur possible pour maintenir la qualité naturellement, mais ça a une incidence sur les délais. Des départs en retraite et une réorganisation des encadrements qui nous privent d'un encadrant, puisque les nouvelles normes de la chancellerie sont un chef de service pour 14 fonctionnaires. Or, le fait que nous ayons un service qui est à distance, à Sarlat, avec 3 fonctionnaires, nous force à y consacrer un encadrant, qui, au gré de la réforme et des mesures d'accompagnement, va le devenir fonctionnellement. Et de fait, ici, nous n'avons plus que 2 encadrants pour plus d'une trentaine de fonctionnaires, ce qui commence à être assez sensible. Mais je voulais ajouter autre chose à ce moment-là. Qu'est-ce que vous appelez des encadrants? C'est vous? Alors non, encadrant, directeur de greffe, directeur adjoint ou directeur des services de greffe judiciaire en charge d'un service.
Et celui du TI de Bergerac partant à la retraite n'est pas remplacé, donc ça sera un greffier fonctionnel qui est en charge du service de greffe du Conseil des prud'hommes qui va chapeauter principalement la zone civile. Ce que je vous propose, c'est que nous complétions chacun d'entre nous rapidement et après on laisse libre cours à vos questions. Madame la procureure ? Oui, juste pour dire qu'en fait cette réforme, elle s'organise dans une économie plus globale de la loi de programmation de la justice du 23 mars. Parce qu'en fait c'était un plan, clairement, c'était une loi qui introduisait de très nombreuses réformes. Donc depuis mars 2019, nous sommes en réforme. Nous réformons tout. Nous avons réformé avec des durées successives, des délais d'entrée en vigueur successifs la procédure pénale. C'était pas ce qui avait plus difficile à faire, mais il a quand même fallu s'adapter. Ensuite, la procédure civile est également impactée, mais également l'organisation même du tribunal, avec un principe qui était de ne pas toucher au site existant, donc pas de suppression de juridiction, mais une réorganisation autour d'une entité appelée le tribunal judiciaire. Donc c'est le changement de nom depuis l'après-guerre, je pense que ce nom était issu de cette période-là. Donc le tribunal de grande instance n'existera plus, ce sera le tribunal judiciaire qui regroupe les fonctions, on va dire civiles et pénales d'ailleurs, des tribunaux d'instance et de police, et le tribunal de grande instance. Mais comme il a été fait le choix d'un maintien judiciaire des sites existants, et bien lorsque ces tribunaux judiciaires sont en dehors, ces anciens tribunaux d'instance sont en dehors de la commune du tribunal judiciaire, ils gardent une autonomie, on va dire, un petit peu plus singulière, sous la forme d'une chambre de proximité. Alors nous, en Dordogne, il y aura 2 tribunaux judiciaires, un à Périgueux, un à Bergerac, et une chambre de proximité à Sarlat. Et pour la cour, sur l'ensemble de la cour, il va rester 3 chambres de proximité, une à Arcachon, une à Sarlat, donc, et une à Cognac. Voilà. On peut parler de Sarlat, qu'est-ce que ça va changer pour les gens, le fait que ça devienne un tribunal de proximité? Alors, voilà, on peut dire qu'a priori pour les gens, ça ne change rien. La seule chose, c'est qu'au lieu d'aller au tribunal d'instance, ils iront à la chambre de proximité et le contentieux, on va dire, un petit peu cœur spécifique du tribunal d'instance va être assumé maintenant par ce qu'on appelle un juge du contentieux, contentieux de la protection, qui va globalement regrouper les fonctions de juge des tutelles, surendettement et bon locatif, tout ce qui implique en fait une protection du quotidien essentiel. Voilà. Mais oui. J'en profite pour dire, parce que c'était mon projet, ça faisait partie de mes projets en arrivant et je l'avais indiqué lors de mon audience d'installation au mois de juin. J'envisageais d'accroître le périmètre du tribunal d'instance de Sarlat, justement pour en augmenter la proximité, puisque les études sociologiques menées par la chancellerie ont démontré qu'une grande partie de la population était beaucoup plus près de Sarlat que de Bergerac, et que pour les actes du quotidien, c'était une option favorable que de renforcer le périmètre judiciaire du tribunal de proximité de Sarlat, d'y placer une compétence juge aux affaires familiales pour les mesures hors divorce, c'est-à-dire toutes les mesures qui, après un divorce, nécessitent de l'adaptation à la situation du quotidien. Ça peut être les modifications de pension alimentaire, ça peut être l'évolution du droit de garde ou de la résidence des enfants. Et du reste, le vice-président en charge du TI de Sarlat, qui va devenir vice-président juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarlat, en est tout à fait d'accord. Et donc, il n'est pas impossible, peut-être pas immédiatement, parce qu'on doit encore affiner la technologie pour que les logiciels utiles puissent être utilisés dans de bonnes conditions, mais vraisemblablement à partir de septembre 2020, on va pouvoir instaurer une audience tous les 2 mois de mesures hors divorce, ce qui va faciliter l'exercice des avocats locaux
mais aussi le quotidien par la proximité de la juridiction de la population de l'arrondissement de Sarlat. Et puis il faut mentionner que reste, alors je te laisse plutôt préciser, mais puisqu'on a parlé des contentieux spécifiques du contentieux de la protection, donc vous avez compris, c'était vraiment le cœur de cible du métier du tribunal d'instance avant, mais il avait quand même un contentieux qui était les litiges de moins de 10 000 euros. Ceux-là vont rester à Sarlat, on est bien d'accord, ils restent à Sarlat, et donc c'est, si vous voulez, ce juge de la protection, en fait, il va garder sa même compétence, mais avec deux casquettes. Au lieu d'être le juge d'instance, juge des tutelles, etc., il va être juge du contentieux de la protection, avec un contentieux dédié. Et ensuite, il va être, puisqu'il est détaché, enfin, il est rattaché au tribunal judiciaire, il va exercer, on va dire, il va être le juge des litiges civils de moins de 10 000 euros. On est bien d'accord, parce que là, alors là, au niveau des procédures... Alors qu'à Bergerac, ça revient dans le service civil général, et ce sera un autre magistrat qui le prend en englobant avec les litiges civils habituels. Bon, ça reste... Excusez-moi, deux questions, un peu de béotien, mais la première, c'est un peu d'étonnement devant cette nouvelle nomination. Est-ce que ça veut dire que le judiciaire, c'est pas la proximité, et la proximité, c'est pas le judiciaire? Non, je suppose. Attendez, je pose ma deuxième question, vous allez réfléchir. Et ma deuxième question, toujours de béotien, c'est... bon, on sait que la justice française est réputée pour la pauvreté de ses moyens, en particulier en termes d'effectifs. Est-ce que cette réforme vous paraît aller dans un sens d'amélioration de notre pauvre justice ou au contraire d'aménagement avec les moyens du bord? Enfin, voilà. Merci. Alors, je commence. Oui, je t'en prie. Merci. Bon, le terme judiciaire n'est pas opposable à proximité. Je pense que c'est plutôt plus sous l'angle du respect des deux ordres qui sont l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, et pour une plus grande lisibilité du justiciable qui a peu de moyens de savoir ce que recouvre la signification instance et grande instance. Donc ce sont des thèmes qui ont paru désuets à la chancellerie. Le tribunal judiciaire va être l'entité qui englobe l'ensemble des juridictions des arrondissements dont il a compétence, et proximité, c'est pour démontrer que bien que n'étant pas au siège du tribunal judiciaire, c'est une antenne qui est maintenue pour assurer justement la proximité des activités judiciaires essentielles, très proches du quotidien, alors même que l'arrondissement est éloigné. La différence, c'est plutôt général et particulier, quelque chose comme ça. Non, c'est général et affiné quand il y a un ressort qui est assez éloigné et qui nécessite une antenne pour se rapprocher du justiciable. C'est la distance. Donc là, il y a une vraie volonté, comme le disait Madame le procureur, de maintenir des juridictions de proximité sans fermer des sites. Et ça, on doit s'en réjouir, parce que des structures de proximité sont absolument indispensables, particulièrement pour des contentieux qui, bien que de faibles, souvent enjeux pécuniaires, n'en sont pas moins importants, les tutelles, mais aussi des contentieux qui peuvent être tournés autour de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 euros, et qui ne permettent pas toujours aux personnes concernées de traverser le département pour une audience qui peut être envoyée, une nouvelle audience, consulter un avocat. Donc ça maintient vraiment l'activité juridictionnelle, j'allais dire, de première nécessité, proche des gens qui habitent un ressort éloigné du siège du tribunal judiciaire. D'accord. Et pour la seconde solution, même si le budget de la justice augmente dans le projet de loi de finances, il est exact que cette réforme se fait plutôt à moyens constants, plutôt dans le cadre d'une optimisation des moyens et des moyens humains, puisque on va mutualiser l'ensemble des équipes, ce qui va permettre effectivement de mieux adapter les moyens humains à la tâche, mais nous ne perdons pas de vue la nécessité de les renforcer, et nous les demandons aussi bien pour les greffes que pour les magistrats, que pour les chefs de juridiction aussi, puisque nous sollicitons d'être un petit peu plus assistés dans l'ensemble de nos fonctions. Je crois que c'est quand même un petit peu le cœur de la réflexion, c'est-à-dire qu'effectivement, si un budget a été proposé dans la loi de programmation, puisqu'il y a un budget qui est proposé, et pas simplement pour cette année-là, c'est quand même aussi une première fois que c'est acté comme ça,
l'idée, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on est sur globalement une réforme qui se fait à moyens constants. Mais l'idée, c'est vraiment une rationalisation. Rationalisation des moyens humains, on vous l'a dit, avec effectivement une difficulté à laquelle nous, on est confrontés sur Bergerac, ainsi que pour les chambres de proximité, puisque les éventuels encadrants comptent comme devant, enfin, ils ne peuvent pas encadrer le nombre de personnes qui est proposé par la chancellerie. Donc c'est à nous à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils peuvent effectivement occuper comme autre tâche. C'est une des raisons pour laquelle on soumettait aussi l'idée d'enrichir ces chambres de proximité de contentieux supplémentaires, parce que justement, comme on sait qu'ils ne peuvent pas encadrer le nombre de personnes tels que les ratios de la chancellerie nous proposent, eh bien on veut leur proposer, parce que c'est aussi pour leur propre développement de carrière, hein, on veut aussi leur proposer d'enrichir leurs compétences. Mais l'autre aspect qui est très important, c'est tout l'aspect numérique, parce qu'on va réfléchir aujourd'hui sur la mise en place de logiciels compatibles entre eux, ce qui est pas mal. Parce que depuis une vingtaine d'années, la chancellerie a développé des compétences par contentieux. Et lorsque on fusionne tel ou tel contentieux, eh bien on ne peut pas fusionner les logiciels. Donc, dire les logiciels n'étaient pas compatibles jusqu'ici. Absolument pas. Voilà, nous avons par exemple ça en matière de police, où pendant des années, on a dû maintenir une activité au tribunal de police 4e classe, parce que en fait, on ne pouvait pas récupérer, ou l'inverse, on a dû faire venir. Enfin, alors, donc ça s'explique, aussi... il y a des raisons techniques qui font, c'est pas une mauvaise volonté. Oui, mais parce que les logiciels se sont développés, pas dans un plan général précisément, mais se sont développés contentieux par contentieux. Donc l'idée, c'est celui-ci, c'est celle-ci. Aujourd'hui, on veut une loi de programmation, c'est un plan général, un plan quinquennal proposé, et donc on va réfléchir sur des moyens humains, mais également matériels. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Alors, évidemment, ça va susciter quelques dépenses au départ d'investissement, puisqu'il a fallu, ça M. Mosdi peut-être vous en parlera davantage, mais il a fallu s'assurer que justement la chambre de proximité serait dotée d'éléments, on va dire, d'enregistrement des procédures qui permettraient d'avoir un comptage aussi au tribunal judiciaire. Enfin, voilà, hein. Mais c'est important de le comprendre, ça nécessite effectivement une réflexion de la part des acteurs de terrain, mais cette idée, c'est celle-ci. Donc on ne peut pas simplement dire que c'est une réforme sans moyens ou à moyens constants. C'est une réforme avec peut-être un regard, une vision globale, une vision de plan, qui est de dire, voilà, maintenant on va essayer de réfléchir en entité, et quand on proposera une application, un nouvel applicatif métier, eh bien que ça s'applique à l'entité du contentieux. C'est important. Et alors je voudrais ajouter que si on a bien conscience avec le directeur de greffe que c'est une réforme qui est contraignante pour les agents, pas uniquement pour les magistrats, mais aussi et surtout pour les fonctionnaires, parce qu'ils sont désectorisés, et notamment pour ceux qui appartenaient au tribunal d'instance, ils sont désectorisés, ils reviennent dans le giron de tribunal judiciaire avec des contraintes de mutualisation d'équipe, mais aussi de contentieux. Donc on a conscience, et même si c'est difficile pour certains, on essaie de prendre des mesures pour favoriser une bonne intégration dans l'ensemble des services. Mais nous croyons que c'est une chance pour qu'on puisse constituer une vraie équipe. Et nous voudrions que ça puisse servir à moyen terme, j'espère, servir à constituer une vraie équipe, fonctionnaires, magistrats, de compétences, dans un système global de services et d'accès facilité du justiciable. Monsieur le directeur de greffe. Mais tout a été dit. Mais non. Non, moi j'aurais juste rajouté, mais c'est juste pour compléter. L'avantage d'avoir le tribunal de proximité à Sarlat, c'est aussi pour les justiciables la possibilité de faire un acte. Oui. Donc ce qui sera fait à Sarlat sera également valable enregistré à Bergerac, et inversement. C'est-à-dire que ça, c'est un plus par rapport à ce qui existait précédemment. Et ça ne va être que en s'accroissant en fait avec Portalis, etc. Ces logiciels pour la justice civile. En fait, quand on parlait de l'idée de une loi de programmation, c'est réfléchir à partir d'une entité
et comment les moyens, tant humains que matériels, peuvent être mis à disposition. Alors, sur le plan humain, ça implique la fusion des greffes, des tribunaux d'instance, des CPH avec les greffes du TGI, donc pour faire le greffe du tribunal judiciaire. Donc il nous appartient à nous à réfléchir à des redistributions de postes, des réorganisations, des partages de compétences et des binômes, ce que nous n'avions pas toujours la latitude de faire. Puisque avant il fallait fonctionner avec des délégations de chefs de cour pour un fonctionnaire du tribunal de Bergerac, du tribunal d'instance de Bergerac. Si par exemple nous on était à -15 et qu'eux ils étaient à +5, imaginons, on peut rêver, eh bien pour avoir de l'aide de la part de nos voisins, il fallait une délégation du chef de cour. Donc vous voyez un peu, c'était quand même très désuet. Donc là c'est vraiment un regard collectif. C'est inviter les chefs de juridiction à proposer une réflexion collective autour d'une équipe de travail. Alors, avec deux grands axes, le pénal et le civil, en gros, hein, ou le privé, on va dire, mais c'est un peu ça l'idée qui se dégage. Et puis sur le plan des logiciels, c'est parce que l'idée c'est de développer tout ce qui est applicatif métier, c'est-à-dire à chaque fois qu'on peut mettre quelque chose d'automatique, que ce soit en connexion par exemple au pénal avec le casier judiciaire, éviter l'acte d'un agent et des retards inutiles, eh bien c'est réfléchir à des logiciels nationaux bien sûr et compatibles entre eux. Alors ça va avoir une incidence directe pour le justiciable, pour l'ensemble des justiciables du ressort, c'est ce qu'indiquait monsieur le directeur de greffe tout à l'heure pour Sarlat, la possibilité de faire des actes également à Sarlat plutôt que de venir à Bergerac, mais aussi parce qu'à Bergerac désormais il y aura un point véritablement unique de renseignement, d'accès et peut-être et probablement même très rapidement d'actes par exemple de saisine de la juridiction ou d'appel qui seront au SAUJ, c'est-à-dire au service d'accueil unique, d'accueil unique du justiciable qui va être ici à l'entrée du palais de justice historique et auquel les justiciables pourront, en fait devront s'adresser pour la totalité de leurs demandes, que ce soit pour le juge aux affaires familiales, que ce soit pour le conseil de prud'homme, que ce soit pour le contentieux de la protection, que ce soit pour le civil, que ce soit pour le correctionnel. Alors c'est un accueil physique, il faut quand même le dire, hein, c'est pas l'accueil préfecture par internet. Mais voilà, non, mais des services publics aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup qui sont en personne physique. Donc c'est un accueil personne physique avec une possibilité d'accompagnement pour déposer, remplir un formulaire et recueillir des informations pratiques et utiles. Voire même des conseils. Si effectivement l'information doit être plus subtile, à ce moment-là, c'est le service de l'accueil qui rentre en contact avec le service concerné. Parce qu'avant, il fallait aller d'un greffe à l'autre. Ça fait depuis quand même 18 mois qu'on essaie de mettre en place ce SAUJ. Mais effectivement, la grande difficulté des juridictions avant, c'est que les greffes répondaient aux justiciables dans les services particuliers. Nous, quand on a commencé, c'était le cas. Hein, voilà. Et du temps qui n'était pas compté. C'est ça, oui. Donc là, ça va être effectivement comptabilisé, organisé, de l'orientation, de l'accompagnement, une information adaptée, c'est-à-dire qu'elle va être délivrée par un greffier et par un agent administratif qui sont formés et qui ont la possibilité effectivement d'optimiser aussi l'interface entre le justiciable et la juridiction. Et ainsi décharger les autres services de l'écrasante majorité de l'activité d'accueil. La différence, c'est qu'on a un greffier qui assure une sorte de permanence, c'est ça d'orientation, d'accueil et d'orientation. Mais là, déjà, le greffier, c'est un greffier qui occupe ce poste-là. Donc, si c'est un greffier, c'est que c'est quelqu'un qui est monté en compétence et qui opère véritablement, malgré l'exiguïté de nos locaux, parce que l'exiguïté des locaux fait que la transversalité des tâches est plus compliquée à mener quand même. Mais ça justement c'est quelque chose qu'il faut qu'on mène dans la réflexion de la restructuration du palais de justice, a pu soulager des services. C'est une question qu'on leur avait posée dans le cadre d'une assemblée générale, a pu soulager des services de l'accueil du justiciable, notamment téléphonique. Alors, sur Sarlat, on sera obligé de maintenir un accueil,
pour justement accéder à ce renseignement de proximité. Donc, et vous dites qu'il est déjà à l'épreuve depuis 18 mois? Le SAUJ, oui, ça fait 18 mois. On est quoi? On est presque 2 ans. Bientôt 2 ans. Oui, c'est ça, 2 ans. En fait, c'est le successeur du GUG qui avait été créé d'abord, qui s'appelait Guichet unique de greffe, dont Angoulême avait été à l'époque un des pionniers, et ensuite qui est devenu le SAUJ. Ce qui ne remet pas en cause l'existence de la Maison de Justice et du Droit, qui existe toujours à Bergerac, et qui accueille les justiciables pour les informer, les conseiller, en plus des activités déléguées par le procureur de la République pour des rappels à la loi et autres notifications d'ordonnance pénale. C'est-à-dire que la Maison de Justice et du Droit, elle reste plus identifiable comme un lieu de rencontre de professionnels qui peuvent donner des conseils. Alors, en gros, c'est ça, puisque c'est les consultations des avocats. Alors, les huissiers ne les organisent pas à la Maison de Justice, mais ils les organisent dans leurs études. Il y a la possibilité d'avoir le renseignement à la Maison de Justice. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus mélanger, il ne faut pas que le SAUJ devienne le lieu de conseil, parce que c'est un lieu opérationnel en fait. Mais disons que l'idée c'est celui-ci. Les points d'accès au droit sont maintenus. Les points d'accès au droit, ce sont des lieux d'information. Ils sont assurés pour Bergerac à la Maison de Justice et du Droit avec un greffier qui est affecté à la Maison de Justice et du Droit par la juridiction pour les prises de rendez-vous, s'assurer de la disponibilité de la salle, enfin voilà, et puis assurer la présence, bien sûr, judiciaire. À Sarlat, au tribunal d'instance de Sarlat, qui va devenir la chambre de proximité, il va être maintenu le point d'accès au droit. Donc tout ça sont des émanations du centre départemental d'accès au droit, dont Périgueux est le chef de file, on va dire, parce que statutairement c'est comme ça. Alors sur le plan aussi pratico-pratique, cette réforme-là de programmation, elle s'accompagne, je vous ai dit, d'un calendrier de réforme, aussi bien au niveau organisationnel, ce dont on voulait vous parler aujourd'hui, que aussi au fond du contentieux. Donc on a dit en pénal, il y a eu pas mal de modifications, mais aussi en procédure civile. Alors là, moi je suis moins à jour, mais en matière de juge d'affaires familiales, voilà, mais avec un calendrier de réforme qui s'est décalé dans le temps. Puisqu'on est, que ce soit en matière de JAF, que ce soit en procédure civile ou en matière d'enfants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions? Est-ce que vous ne vous en êtes pas privé? C'est bien. Pour finir avec Sarlat, le lien, il y a un rapport d'autorité qui est réaffirmé sur Sarlat. Je veux dire, comment... Alors, ça n'a pas beaucoup changé en l'espèce, puisque le greffe du TI de Sarlat a toujours été placé sous la direction de greffe du TGI de Bergerac. D'accord. Et le ou les magistrats... alors, est-ce qu'il y a une particularité? C'est que les greffiers et fonctionnaires sont affectés au tribunal d'instance, étaient affectés au tribunal d'instance dans lequel ils étaient nommés. Et donc, sous la responsabilité du chef de greffe local, qui est parti à la retraite en l'espèce, s'agissant de Mme Zadet, qui elle-même était sous l'autorité du directeur de greffe du tribunal de grande instance. Alors que s'agissant des magistrats, quand bien même ils étaient nommés statutairement juges d'instance ou vice-président chargés de la direction d'un tribunal d'instance, en réalité ils sont nommés juges ou vice-présidents au tribunal de grande instance de Bergerac, en charge du tribunal d'instance de Sarlat. Donc ça ne change rien, ils font partie de l'équipe et nous avons la chance d'avoir un magistrat qui est à la fois très expérimenté à Sarlat, à la fois très impliqué dans les fonctions qui sont les fonctions nouvelles du contentieux de la protection et également très ouvert à la possibilité d'accroître effectivement les compétences de sa juridiction. SAUJ, c'est le service d'orientation judiciaire. D'accueil unique du justiciable. Service. Ah d'accord, ok. Oui, c'est pas un O, c'est AUI, c'est AUJ. Unique du justiciable. Voilà, c'est cette idée de regrouper. Bon, c'est vrai que c'est plus compliqué quand on est sur des locaux qui ne sont pas conçus autour de cette idée. Et avec une exiguïté. Bon, voilà.
À la cour, ils ont un accueil. La cour a aussi un sauge magnifique. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé à la cour. Mais là, la salle des pas perdus, qui est immense, permet voilà. Au tribunal de Bordeaux, il y a aussi un sauge, donc qui est un petit peu restreint aussi, un peu plus compliqué, parce qu'il a fallu dans ce tribunal trouver un lieu. Sur la rampe de lancement des ogives. Donc c'est sûr que quand on doit adapter des bâtiments, c'est pas toujours facile en fait à cette nouvelle fonctionnalité. Mais c'est pour vous dire que c'est vraiment un changement d'esprit. Avant, cet accueil, il était service par service. C'est aussi une réflexion qui fait qu'aujourd'hui, on ne souhaite plus non plus. Il peut y avoir des lieux d'accès réservés au public et d'autres lieux qui ne le sont pas. C'est pas parce qu'on veut s'éloigner du public ou qu'on veut se protéger du public. C'est aussi un espace de travail. On peut définir dans un espace public, un espace qui n'est pas public. Avant, les tribunaux n'étaient pas organisés comme ça. On disait aux gens, vous montez au 4e étage, une fois qu'il était au 4e étage, il était là, il errait dans les pièces, il pouvait tomber dans le bureau d'un président, de chambre, ou de n'importe qui, ou d'un greffier, enfin voilà. On a tous connu des palais de justice comme ça. Et voilà, alors après, avec des agressions qui se sont multipliées, des mesures de sécurité ont été mises en place aussi, donc ça n'était pas plus facile pour... Voilà. C'est une réflexion. Oui, j'en profite pour ajouter que c'est une fonction qui est extrêmement exigeante pour les personnes en charge du SAUJ, qui d'abord ont accepté des formations complémentaires pour pouvoir répondre à des questions d'autres services, qui sont extrêmement sollicités tant au plan téléphonique que physique par les visites et les coups de téléphone. Et donc ce sont des fonctionnaires en général très énergiques, très consciencieux, très sollicités, et qui nécessitent aussi le sens de l'organisation, mais aussi le respect du justiciable. Ça n'est pas un guichet, c'est un greffier, donc c'est quelqu'un qui a des fonctions judiciaires et qui est là pour aider à la perception de la procédure et de la juridiction. Et je pense que le procureur aussi très attaché à ce que cette interface privilégiée que l'on propose soit aussi respectée par les justiciables comme un moyen précieux d'accéder à la juridiction et de prendre en compte le fait que c'est un poste qui est extrêmement sollicité. Alors vous pouvez nous dire un mot justement de cette restructuration puisque vous parlez des unités. Alors en matière immobilière, oui, parce que la transition est toute trouvée. Absolument. Tant qu'aujourd'hui. On a construit nos équipes de travail dans cette perspective-là. Et puis aujourd'hui, vous avez peut-être croisé des équipes d'architectes qui commencent à faire les premiers repérages. Alors, l'intérêt majeur, c'est d'abord pôle civil, pôle pénal. Donc avec une beaucoup plus grande visibilité de l'activité de la juridiction, et aussi peut-être un petit peu plus de fléchage sur ce nouveau palais de justice, qui a fait partie d'une vague de création dans les années 70 où il fallait vraiment intégrer le palais de justice dans la cité, tellement bien intégré que la plupart des gens ne le voient pas. Au cinéma. Entre le cinéma et le café. L'autre perception de premier degré que les gens vont percevoir immédiatement, c'est que la salle d'audience du palais de justice historique va être déplacée au rez-de-chaussée pour être plus accessible, et l'escalier monumental va être démonté pour créer un autre escalier plus court et permettre ainsi à ce palais de justice historique de bénéficier d'une vraie salle des pas perdus. Avec en plus l'adjonction, on ne sait pas encore exactement sur quel côté la grande salle va être instaurée parce qu'il semblerait qu'il y ait des ajustements à faire en fonction de l'orientation du câblage, mais ce dont on est à peu près certain, c'est qu'il va y avoir une grande salle d'audience d'un côté et deux petites salles d'audience de l'autre, qui vont permettre des salles d'audience de cabinet, soit juge d'application des peines, soit confrontation pour le juge d'instruction, soit aussi des audiences de la chambre de la famille ou du juge aux affaires familiales. Donc on va faire finalement de ce palais de justice un vrai palais de justice avec une vraie salle des pas perdus et trois salles d'audience. En plus, on peut espérer une meilleure rationalisation des locaux, des bureaux et de la circulation. Oui. Tout sera réaménagé à l'étage.
tous les bureaux sont réaménagés au passage. Oui, on peut dire ça effectivement, puisque la bibliothèque va disparaître au profit du service de l'instruction, ensuite du service d'application des peines et du parquet qui sera également au premier étage, avec, nous l'espérons, un ascenseur. Ça fait partie des options du projet, mais nous avons, les chefs de juridiction et chefs de greffe, beaucoup insisté pour que l'ascenseur fasse partie du projet initial. Le problème, c'est que comme il est à enveloppe constante, il va falloir prendre l'argent pour ça, qu'on n'a pas autrement, à moins que ça passe dans la mission handicap, parce que ça veut dire que si une personne est handicapée, enfin à mobilité réduite, ou en situation de mobilité réduite, parce que ça peut être temporaire ou définitif, eh bien ça interdit cet étage à un magistrat, à un fonctionnaire, un greffier, un justiciable, etc. Donc pour nous, ça n'est pas acceptable. Le rez-de-chaussée verra le service du juge des enfants, le bureau d'ordre, directeur de greffe et directeur adjoint de greffe, non, le directeur adjoint de greffe là-bas, je crois, et puis celle des pas perdus et celle d'audience. Quant à la base, les étages seront redistribués. Premier étage, tribunal de commerce. Je ne sais pas si c'est définitif. Oui, je ne sais pas forcément définitif. Mais donc l'idée c'est que les 3 plateaux restent, enfin les 4. Greffe et magistrat civil. Les 4 plateaux restent, mais seront redistribués. Des travaux moindres, quoi. De moindre. Oui. Mais uniquement intérieur, oui. Oui, comme vous dites. Oui. La salle d'audience ne devrait pas être modifiée, si ce n'est qu'on sollicite la sonorisation. Ah, j'adorerais parler. De quelle salle d'audience? De quelle sonorisation? La prochaine. Non, il parlait de la salle. Alors, celle-ci va être sonorisée convenablement. Parce qu'elle va être faite. Et l'autre, on en demande la sonorisation. Et mettez-le, s'il vous plaît, dans vos articles, parce que nous allons communiquer vos articles au chef de cour et au département immobilier. Et en fonction du retentissement ou de la nécessité que vous exposerez au regard de la communication, de la perception du travail judiciaire, si vous dites qu'il est possible que la salle d'audience du nouveau palais de justice soit enfin sonorisée pour que les justiciables et la presse puissent entendre ce qui est évoqué par le tribunal, enfin, ça peut être un élément, puisque malheureusement... Oui. Là, vous parlez du nouveau palais de justice. Oui. Ouais. Celle-ci, la vocation, c'est que la salle disparaisse pour être créée en bas. Donc, on peut quand même imaginer qu'ils vont créer des salles avec une sonorisation adaptée. Et même dans les nouvelles salles comme celle de Périgueux, quand ils l'ont refaite, on entend toujours aussi mal. Pourtant, il y a un système neuf. Ça s'est amélioré, non? Il me semblait depuis 2 ans, non? C'est dur. C'est dur. Moi, je trouve qu'on entend bien, comme là. Mais vous êtes bien placé. Oui, mais si vous voulez, là, on n'entend même pas. Même quand on est bien placé, on n'entend pas. Oui, c'est un vrai souci parce que... La salle d'assises, notamment. Non, mais ici, à Bergerac, la Correc, c'est dur. Ah bah même pour ceux qui y sont, donc je veux dire, nous on n'entend pas ce que dit le prévenu. S'il ne parle pas dans le micro, on n'entend pas forcément ce que dit le prévenu. Cette salle d'audience, elle n'a pas bougé depuis quand? Depuis 150 ans? Depuis sa création. C'est le mobilier d'origine? Oui. dont j'aurais aimé qu'il soit remis d'équerre d'ailleurs, mais malheureusement je ne suis pas très entendu, parce que je vois que les bancs sont fixés dans tous les sens, enfin, ça devient ubuesque, alors que si vous avez fait un tour un jour dans les salles d'audience de Sarlat, du TI de Sarlat, c'est la même configuration que la nôtre, mais avec une décoration plus fine. C'est exactement la même structure, hein. Simplement la décoration, il y a un papier ton sur ton bordoré, des liserés de coloris, comment dit-on quand c'est coordonné sur les moulures, et une moquette épaisse au sol, ça change tout. Cette salle est une vraie salle d'audience où l'ambiance est sereine, où on peut évoquer des choses, ça change tout sur le déroulement et la direction de l'audience. Et l'image de la justice aussi. Je vous montrerai d'ailleurs. Vous la connaissez, la date de cette salle d'audience? Elle est contemporaine de l'ouverture sur les palais. Oui. Je vais vous montrer la différence, puisque vous connaissez. Vous voulez dire qu'elle est même pesante pour la conduite d'une Ah oui, bien sûr, parce qu'elle est bruyante. On ne peut pas faire deux choses en même temps.
elle est désordonnée dans sa conception, enfin On actuellement. n'arrive pas à se concentrer, on n'entend pas ce qui se dit près de soi, mais on entend le bruit qui est au fond de la salle. Et le désordre génère du désordre, ça inévitablement. Quand la décoration est soignée, rigoureuse, quand je parle de la décoration, l'organisation de la salle, son mobilier est rigoureux, soigné, les gens se comportent différemment. Quand le désordre et l'acoustique sont même pour nous défaillants. professionnels, que ce soit de la part du président qui doit être encore plus attentif, le parquet on n'entend rien, de toute façon. Donc s'il voulait dire des aveux, c'est mal parti, parce qu'on ne peut pas les entendre. Voilà. Heureusement que c'est pas une salle d'assises, clairement. Pourtant, elle a dû faire office d'assises. Ben, je sais pas, ça a toujours été rattaché au département, donc non, je pense pas. Ça a toujours été rattaché au chef-lieu du département, je veux dire, la cour d'assises. Voilà. Et puis c'est pas ça, ça va pas changer. Après, bon voilà, sur la cour, donc vous l'avez compris, aucune suppression de juridiction. Alors, chacun fait des aménagements en fonction de ses spécificités locales. Chaque juridiction s'est saisie de cette réforme en fonction, bien sûr, de ses spécificités locales. Sur Bordeaux, ils sont déjà sur plusieurs sites. Je vous montre le tribunal d'instance de Sarlat, bien sûr. Ça, c'est la salle des délibérés, à côté du bureau du président du tribunal. Ça, c'est la salle d'audience principale, vous voyez. Et encore, vous ne voyez pas la moquette épaisse qui change tout sur la perception et sur la sonorité de la salle. Et la même. Et ça, c'est l'autre salle en face qui était avant dévolue à l'activité du tribunal de commerce, qui n'a pas subsisté au nouveau siècle pour des tas de raisons. Alors là, on voit, voyez, de la moquette, et je vous assure que ça c'est l'entrée. Quand j'avais pris des photos. Ah ben c'est le plus joli. C'est la meilleure. Mais c'était pareil à Riverac. Et là, oui, tu connais. C'est-à-dire c'est des tribunaux qui n'ont pas non plus été impactés par la nécessité de créer des nouveaux bureaux, d'accueillir du nouveau public. Bon, ici on a fait du bricolage, si vous regardez depuis 20 ans, pas du bricolage, non, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'il y avait, mais depuis 20 ans les services se sont étoffés en fait. On a transformé, avant il y avait une salle de chambre du conseil, il n'y en a plus maintenant. Donc on fait aussi avec ce qu'on peut. On peut parler du juge d'instruction. Alors, il y a eu cet article du Canard enchaîné il y a quelques semaines, 2 mois, je crois, qui avait un peu suscité quelques émotions de part et d'autre. Vous êtes rassuré sur le sort du juge? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que depuis plusieurs mois, nous avons rédigé avec Madame le procureur un rapport très détaillé et très technique avec l'accord des chefs de juridiction du TGI de Périgueux, pour ne rien changer à la répartition des cabinets d'instruction sur le département de la Dordogne. C'était argumenté en matière géographique, en matière sociologique et en matière judiciaire. Parce que nous avons estimé qu'à la fois pour la gestion des transferts par les brigades, à la fois pour la gestion des transports des personnes mises en examen et des parties civiles, et à la fois pour l'activité sereine du parquet de Bergerac, qui avait des raisons de souhaiter un juge d'instruction à demeure, et la difficulté des transports transversaux entre le nord et le sud du département, toutes ces raisons faisaient qu'on pouvait légitimement maintenir un juge d'instruction à Bergerac. Il n'empêche que le nom figurait dans ce tableau. Absolument. Sauf que depuis, le cabinet d'instruction de Bergerac est passé au-dessus des 50 dossiers vivants, puisqu'on est à 57, je crois, avec plus de 30 ouvertures cette année. Le positionnement des chefs de cour, c'est clairement de ne pas avoir proposé, parce que c'était une réflexion qui avait aussi été... C'était des réflexions qui étaient suggérées par la loi de programmation de la justice, c'est-à-dire dans les départements où il existe 2 tribunaux, est-ce que vous pouvez réfléchir sur l'organisation de contentieux différents. Donc nous sommes depuis le mois de mai.
en concertation avec nos collègues de Périgueux, nous avons réfléchi. Nous avons exclu de se répartir les contentieux en fonction, on va dire, des casquettes des juges, puisqu'on aurait pu réfléchir à regrouper les contentieux d'instruction, regrouper les contentieux de l'application des peines, qui est une forte thématique aussi dans le département, puisque sur toute la cour d'appel de Bordeaux, nous sommes le seul département, nous sommes un des départements à avoir le plus de détenus, puisqu'en fait on a 2 établissements pour peine. Alors que Gradignan c'est un centre pénitentiaire, donc ils ont aussi des peines, mais voilà. Il a été exclu pour des raisons statistiques, judiciaires, pratiques, ce regroupement de contentieux, et nos propositions sont remontées à la chancellerie via les chefs de cour, qui, s'ils ont pu amender certaines propositions, n'ont pas touché à celle-ci, et c'est redescendu comme cela de la chancellerie. Maintenant, c'est remonté comme ça. C'est remonté, oui, mais la chancellerie n'a pas fait d'observation. Il n'y a pas d'observation à faire sur les propositions des chefs de cour. Voilà. Bon, donc, mais bon, après. C'est le moment de parler aussi de la spécialisation. Oui. Puisque dans le projet. Alors, même si les choses ne sont pas arrêtées. Non, elles ne sont pas arrêtées. Mais on nous a demandé d'étudier des transferts de contentieux pour spécialiser les juridictions Périgueux et Bergerac sur des contentieux qui pourraient leur être propres. Et avec les chefs de juridiction de Périgueux, nous avons fait quelques propositions qui ont été validées, voire étendues par les chefs de cour, de transferts de contentieux qui quantitativement actuellement peuvent paraître résiduels, mais qui sont légitimes, qui paraissent légitimes. Je donne juste 2 exemples, plutôt la responsabilité médicale et le droit du travail, le droit pénal du travail pour Périgueux, et plutôt les préjudices écologiques pour Bergerac. C'est une proposition que nous avions faite, puisque sur les 8 sites Céveso de Dordogne, Bergerac en compte 6 ou 7, je crois bien que c'est 7. Et le droit pénal et l'environnement. Voilà, mais ça c'est dans le cadre d'un décret qui a été publié, qui permet, quand il y a plusieurs tribunaux de grande instance au sein d'un même département, alors plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, 1er janvier, voilà, 1er janvier. Et comme on nous a demandé de réfléchir avant, donc forcément on s'est mis dans ce qui est ce sujet, de réfléchir à des contentieux qui ont 2 caractéristiques. La première, c'est la technicité du contentieux, et la deuxième, c'est numériquement pas trop important. Voilà, c'était ces 2 aspects-là qui étaient préconisés, et avec des listes définies. L'idée, c'est que pour rendre une justice de qualité, il faut investir un contentieux technique qui peut être complexe, et que une fois que cette démarche est faite par le juge, ce serait bien s'il pouvait la rentabiliser. Voilà, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre d'à côté qui, pour une fois par an, fasse la même démarche. C'est cette idée-là. Donc, clairement, nous avons évacué des contentieux généraux, on va dire, de l'instruction ou de l'application des peines. On vous l'a dit, nous, c'est notre position clairement. Ça a été relayé par la cour d'appel à la chancellerie, qui n'a pas fait remonter d'observation particulière. En tout cas, les chefs de juridiction se battront pour, ou affirment cette nécessité de maintien de ces postes-là. Après, nous ne sommes pas non plus dans les. Ça veut dire que ça se met en place le mois de janvier, cette compétence? Alors, cette compétence territoriale, nous n'avons pas de date. Même pas une date limite d'application? Non. Et deuxième question, ça veut dire qu'au parquet, comme au siège, il y aura un magistrat qui aura cette appétence, voire cette spécialisation en matière d'environnement? Faudra. Ça passe par des formations, c'est ça? Oui. Pour les 2, quoi. Côté siège et côté. Absolument. Mais bon, le magistrat il a l'habitude de se former aussi, quand on est, parce que finalement l'exercice de nos carrières fait qu'on a quand même une mobilité, on regarde toujours la mobilité
géographique, mais on oublie un peu la mobilité fonctionnelle. Quand vous passez du siège au parquet, vous vous formez. Quand vous passez du JAF au juge d'instruction, il vaut mieux vous former. Et quand vous êtes juge généraliste affecté, puisque le JAF, c'est pas une fonction spécifique dans une juridiction, vous êtes affecté juge, et que quand vous devez faire du taxateur ou de l'exécution ou de la saisie immobilière, il vaut mieux vous former. Donc j'ai envie de dire, c'est un exercice intrinsèque à l'activité de magistrat, hein, que les choses soient claires. C'est pareil pour le greffier d'ailleurs. Est très bien accompagné par l'École nationale de la magistrature, puisqu'il y a une antenne à Bordeaux pour la formation initiale et Paris pour la formation continue. Et le catalogue est dense et vraiment très bien proposé. Donc on en est au stade de la proposition, c'est oui. ça, c'est entre les mains oui. du cours d'appel. Oui. C'est entre les mains du garde des Sceaux, de la garde des Sceaux. Et ça va se limiter à 2 compétences par... Oui, parce qu'il a fallu trouver... alors, c'est un petit peu étendu par le chef de cour au niveau pénal. Mais c'est pas en plus. Il fallait trouver des contentieux qui s'équilibraient aussi. L'idée, c'est de calquer sur le pôle de compétences et puis au côté parquet en matière pénale sur des politiques publiques en fait qu'on mène avec les administrations, donc être l'interlocuteur. C'est vrai que je ne vous cache pas que nous avons beaucoup de réunions à la préfecture où vous voyez parfois auxquelles vous êtes conviés, vous voyez 2 chefs de parquet pour 40 dossiers chacun quoi, dans l'année. Voilà, c'est cette idée-là. Même si parfois la diversité est source de réflexion et de richesse, mais nous aussi on fait un moyen tendu. Je connais ça. Je crois que personne n'est chez privé, public. Travaux à partir de septembre 2020. Alors le calendrier prévu, pour l'instant, on nous a indiqué que rien, puisque c'est piloté par le département immobilier du secrétariat général du ministère. Pour l'instant, on nous a indiqué que rien ne s'opposait à ce que le calendrier soit respecté, ce qui est déjà pas mal. On ne nous a pas encore annoncé de délai supplémentaire. Bon, septembre-octobre, il est possible que les travaux commencent. Alors c'est vrai que comme ça va être un moyen immobilier constant, pas de zone de dégagement externe. Donc ça va avoir, je vous remercie de poser la question parce que j'aurais dû le signaler tout à l'heure, ça va avoir un impact sur l'organisation des services mais aussi sur l'accueil du justiciable parce que il va y avoir des périodes au cours desquelles certains services vont être déplacés dans des zones tampons. Alors on va voir, on arbitrera au fur et à mesure avec le directeur de greffe et les chefs de juridiction, si c'est un service que l'on déplace une bonne fois pour toutes ou 1 ou 2 ou 3 pour toute la durée ou chaque service de façon tournante. Les 2 solutions ont des avantages et des inconvénients, il faudra voir ça en fonction des zones qu'on dégagera et de la charge des services à ce moment-là. Il est à préciser qu'il faut faire ce raisonnement pour les 2 bâtiments. Absolument. Donc c'est ça qui est... Et ces travaux vont durer? On nous annonce 18 mois. Ah oui, quand même. Ça peut être très rapide parce qu'il n'y a aucun élément structure réellement touché. À part peut-être l'escalier. Oui, mais ça, l'escalier, ça peut se faire pendant les autres travaux. Donc et il n'est pas impossible que les travaux sur les 2 sites soient faits en même temps. Oui, je crois que c'était C'est ce plus qui ou est moins ce prévu, qui oui. a été... Donc ça peut être très rapide. La gêne par service risque d'être très rapide s'agissant de décloisonnement, câblage, cloisonnement et déco. Et vous pouvez me dire l'enveloppe qui vous est allouée, le montant? Je crois que c'est 2 millions. Moi je crois que on est sur 2 millions. Je crois que c'est 2,3 millions. Oui. Dans laquelle vous pouvez faire rentrer votre ascenseur. Tout. C'est ça? Oui. Ça, Et on nous dit qu'un ascenseur c'est 100 000 euros. Ouais. On va regarder ça aussi de près, mais parce que 100 000 euros pour un étage, c'est beaucoup. Et en tant qu'administration, Ça fait cher la marge. Vous ne pouvez pas réaménager un bâtiment sans savoir. Oui, c'est ce qui nous semble, sauf qu'initialement ça n'était pas prévu, c'est prévu à titre d'option. C'est en la loi, non? Ça dépend, si Non, vous parce dites que- c'est à l'accueil du public. Et puis les Le bâtiments premier classés. étage ne concernerait pas l'accueil du public. Il n'y a que le juge d'instruction et le JAF, mais comme il y a des petites salles d'audience en bas, c'est pas impossible. C'est ça. Sauf que, d'une part, c'est un bâtiment classé, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles impératives d'accueil des personnes à mobilité réduite, d'une part. Et d'autre part, à contrario, ça interdit finalement ces postes-là à des greffiers ou à des magistrats à mobilité réduite. C'est la chose que Ben, c'est ça. voire même à des chefs de juridiction, et puis il peut nous arriver à tous quelque chose.
Donc j'ai d'ailleurs dans Ben, nous, on a insisté de la pour juridiction, qu'on en j'ai ait un, expliqué que voilà. ça serait notre préoccupation. Oui, Parce qu'on trouve que restructurer un bâtiment sans prendre en compte cet aspect-là, c'est... surtout que a priori c'est faisable. Ben, oui, bon, il faudra peut-être renoncer à d'autres choses. Mais ça nous paraît être source d'apaisement, de progrès, de... sécurité Oui. Et d'accessibilité. Autre chose pour votre parfaite information? En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est important pour nous de pouvoir communiquer sur ce qui se passe. On va continuer. Je réfléchis, je n'ai pas décidé, je vais en parler à la première. J'envisageais peut-être la création d'un compte Twitter président TJ Bergerac pour des courtes informations sur des audiences spéciales, sur des événements. Alors ça peut être un compte commun, il peut y avoir un compte PR, je ne sais pas. Non, C'est quelque chose, hein? Mais nous, on diffuse déjà nos oui, problèmes. je pense qu'il y a Ils savent quand ça les intéresse. Tu fais des plans de presse toutes les semaines ou Non, on ne fait pas de plan de presse, mais on leur donne le rôle d'ambiance. Et puis voilà, le soir, ils font... Parce qu'il y a des parquets qui communiquent déjà sur Twitter. Oui, Je pose pas une question. Oui. Saisie monumentale. Voilà, mais quand on n'est plus en exil, on a le moyen. Hein, voilà. Voilà, Merci. merci beaucoup. Donc vous allez faire 3 choses en même temps, ou 4, ou 5.